Voilà. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence sur les concours Access et Sésame. C'est une édition spéciale retardataire parce qu'aujourd'hui je vais essayer de vous donner le maximum, on va dire, de conseils pour vous permettre voilà, de réussir les concours alors que vous n'êtes pas du tout en avance et que vous y prenez à la dernière minute. Si jamais parmi vous il y a des parents ou des étudiants qui sont en première, donc des parents d'étudiants en première ou des étudiants en première, vous allez apprendre plein de choses qui vont être aussi très intéressantes pour vous. Mais en termes de préparation, voilà, ce que je vous recommande, c'est pas d'attendre la dernière minute, mais plutôt de vous y prendre en avance pour les concours. Dès la rentrée, voilà, c'est l'idéal. Donc je vais me présenter, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, donc du coup une prépa pour les concours Access Sésame. Je suis aussi jury d'admission à l'ESSEC, enfin du moins je l'ai été, je ne sais pas si je vais l'être cette année. Et j'ai été aussi, pardon, enseignant de stratégie à l'université Paris-Dauphine. Donc pendant 3 ans, j'ai arrêté là l'année dernière. Pendant 3 ans, j'enseignais la stratégie aux étudiants en L3, en troisième année, qui étaient en troisième année d'études de gestion. Ok? Donc la présentation d'aujourd'hui, c'est pas une présentation, qui va être, commerciale, c'est une présentation qui va vraiment être, ciblée sur les concours. Le but, c'est que vous appreniez le maximum de choses et donc j'ai, plusieurs, choses à vous dire avant de réellement débuter. C'est que la présentation, elle est enregistrée. 2, je vais vous envoyer toutes les slides, donc ça sert à rien de prendre des photos de chacune, des diapos que vous allez voir parce que vous recevrez toutes les slides demain par mail. Et 3. Si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les poser dans le chat et je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions bah, à la fin de la présentation. La présentation, elle va durer 40-45 minutes et ensuite on prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Voilà, on peut prendre entre 15 et 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Et si vous avez des questions précises que vous avez oublié de poser pendant la conférence, vous pouvez toujours me les poser par mail ou m'appeler directement pour poser vos questions si nécessaire. C'est parti. Donc, on va commencer tout de suite avec le programme des concours Accès Sésame. On va parler aussi de Parcoursup derrière. On va parler des différentes matières qu'on va avoir dans les concours et de la préparation que vous pouvez mettre en place pour les concours. Et ensuite, je répondrai donc à vos questions. Tout d'abord, Accès sous Sésame, faut-il choisir? Donc, quand vous souhaitez faire une école de commerce post-bac, vous avez le choix entre trois possibilités. Première possibilité, c'est de faire un bachelor en 3 ans. Alors les bachelors, c'est des licences, hein, ça vous donne un grade de licence. En France, on n'en a pas des très très bons. Le meilleur bachelor, enfin le plus connu qu'on ait, c'est le bachelor de l'ESCP, qui est un bachelor qui est très international, qui est assez sélectif, mais avec une charge de cours qui est faible, hein, en réalité. Et en termes de débouchés, c'est pas non plus exceptionnel en France. Donc ça a beau être le SCP, c'est pas le programme grande école de l'ESCP, c'est le petit frère, c'est le bachelor. Ok? Sinon, on va avoir le bachelor d'Audencia ou de Schema aussi, qui peuvent voilà, être des bachelors qui sont un petit peu connus. Mais encore une fois, voilà, c'est pas du tout les programmes phares de ces écoles-là. Ok? Ensuite, vous avez la possibilité de faire des BBA. En France, pardon, les BBA, c'est des programmes en 4 ans. Ok? Euh, et ça donne un grade de licence. En fait, la quatrième année, c'est pas une année qui vous donne un diplôme en France. Donc, c'est l'équivalent d'une licence plus un master 1. Mais si vous faites rien après votre BBA, bah, vous avez juste une licence. Ok? Donc, c'est bien de continuer après un BBA avec un master 2, donc une cinquième année, que ça soit à la fac, soit un master spécialisé en école de commerce, par exemple. Donc, ça, vous pouvez faire dans toutes les grandes écoles, vous pouvez faire des très bons masters spécialisés après un bon BBA. Le BBA, c'est calqué un peu sur ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Et donc, c'est un diplôme qui n'est pas vraiment français de base, qui est vraiment importé. Et donc, c'est pour ça que là-bas, en fait, ils sont, au bout de 4 ans, ils ont leur diplôme. Bah, nous, c'est au bout de 3 ans qu'on a un diplôme. Et après, il faut rajouter un an après le BBA pour terminer. Donc, moi, ce que je vous recommande hein, quand vous faites un BBA, c'est vraiment de faire une cinquième année derrière pour avoir ce fameux grade de Master 2 qui est important en France en réalité. Les meilleurs BBA de France, ils sont presque tous dans le concours Sésame. Le seul très bon BBA qui n'est pas dans le concours Sésame, c'est le BBA de l'EDEC. Le BBA de l'EDEC, il est hors concours, mais vous pouvez postuler au BBA sur Parcoursup. C'est un très bon programme.
Et selon moi, c'est la seule école en dehors des concours Access Sésame qui est vraiment très intéressante en post-bac. OK? En école de commerce. Et donc, le meilleur bibillet, tout, comment dire, tout bibillet confondu en France, c'est celui de l'ESSEC, OK? Qui est vraiment le numéro un. Et le bibillet de l'ESSEC, c'est un des meilleurs programmes, si ce n'est le meilleur programme qu'on puisse faire en post-bac. OK? Hem, Après, vous avez, le bibillet, voilà, de l'EDEC, le bibillet de l'UM Lyon qui sont des très bons bibillets. Vous avez aussi ceux de Schema ou de Neoma, par exemple. Tous ces billets-là sont, pardon, dans le concours Sésame, sauf l'EDEC. Et la dernière possibilité, quand on veut faire une école de commerce post-bac, c'est de faire un programme grande école en 5 ans. Donc, les programmes grande école, en fait, heu, c'est des programmes en 5 ans qui donnent un grade de master, OK? Et qui sont équivalents à des programmes que vous faites après une prépa. Sauf que quand vous faites une prépa, en fait, vous faites 2 ans de prépa, ou 3 ans si vous redoublez, et après vous allez faire 3 ans en école plus une année de césure. Quand vous faites, ou qui est pas obligatoire l'année de césure en général, mais bon, quand même, faut faire des mois de stage. Quand vous faites un programme en 5 ans, un programme grande école, en post-bac, bah, vous aurez pas les 2 années de prépa, parce que vous allez faire 2 années d'équivalent de prépa intégrée en école, mais c'est pas une prépa intégrée en réalité. Plus vous faites 3 ans à l'école, enfin donc en tout vous allez faire 5 ans quoi, les 2 premières années plus les 3 ans qui correspondent en fait aux 3 ans que les gens en prépa font, OK? Vous pouvez faire une année de césure aussi si vous voulez. Les meilleurs programmes grande école de France sont ceux en 1 de l'IESEG, en 2 de l'ESCA et le même Normandie, 2 et 3 collés, c'est le même niveau à peu près. L'IESEG, c'est dans le concours Access, l'ESCA aussi et le même Normandie dans le concours Sésame. Vous avez d'autres, programmes en 5 ans qui sont intéressants. Il y en a un à Neoma en post-bac qui s'appelle pas programme grande école, mais qui donne un grade de master 2, qui est dans le concours Sésame. Vous avez le programme de l'EMLV qui est quand même un peu moins bon, mais qui est un programme grande école en 5 ans qui est classé quatrième en post-bac. Mais il y a quand même un écart avec l'ESCA et le même Normandie. Donc, en gros, quand vous voulez faire une bonne école de commerce post-bac, vous n'avez pas le choix, c'est Access ou Sésame. Au concours Access, vous avez que 3 écoles, donc l'IESEC, l'ESCA et l'ESDES, et toutes les écoles de concours Access, c'est le programme grande école. Ce qui est intéressant avec le concours Access, c'est qu'à l'IESEG, déjà vous avez l'IESEG, donc ça c'est très intéressant, c'est la meilleure école post-bac en programme grande école, comme je vous l'ai dit. Et ce qui est intéressant tout particulièrement dans cette école-là, c'est qu'il y a beaucoup de places. Il y a 1100 places. OK? À l'ESCA aussi, il y a beaucoup de places, il y a 1050 places. Pour vous donner un exemple, en moyenne, dans une école du concours Sésame, vous avez à peu près 350 places par école. OK? Donc l'IESEG et l'ESCA, ça équivaut à 3 écoles du concours Sésame à elles toutes seules. Donc l'IESEG plus l'ESCA, ça fait l'équivalent de 6 écoles pour le concours Sésame. Si on rajoute les aides, ça fait 7 écoles. OK? Donc en termes de places, c'est l'équivalent à la moitié des places de Sésame, quasiment. OK? Euh, Vous avez donc des épreuves écrites hein, pour entrer pour le concours Access, l'anglais, la synthèse et la partie raisonnement logique et mathématique. Si vous êtes en terminale aujourd'hui et que vous avez arrêté, vous n'avez pas l'option mathématique ni l'aspect maths, vous ne pouvez plus préparer le concours Access. En tout cas, moi, je ne prépare plus d'étudiants à ce stade-là pour le concours Access de terminale qui ont arrêté les maths. Enfin, qui ont arrêté, qui n'ont pas fait maths complémentaires ou spé maths. Tout simplement parce qu'on n'a plus le temps de travailler assez pour que votre préparation soit efficace pour le concours. Vous aurez trop de lacunes, ça va être trop difficile. OK? Si vous êtes en première actuellement, vous avez arrêté les maths et que l'année prochaine, vous dites: «Je veux quand même faire le concours Access parce que je veux rentrer à l'IESEG ou à l'ESCA», par exemple, ou à l'ESDES, hein, mais souvent c'est l'IESEG ou l'ESCA. C'est jouable, mais dans ce cas-là, il faut commencer sa préparation au mois de novembre. Donc, il faut être dans les premiers inscrits de la prépa. Enfin, comment dire? Il faut être dans les inscrits de la prépa qui commencent au mois de novembre avec des cours hebdomadaires sur toute l'année. Parce que là, ça me laisse le temps, moi je donne des cours de maths, ça me laisse le temps de vraiment de revoir tout le programme avec vous, de vous prendre en individuel et de vous suivre et de vous réexpliquer les choses que vous n'avez pas comprises. Et là, dans le temps, on peut travailler. Mais sur 2 mois de rush ou sur un mois et demi, c'est trop court. Je le fais pas parce que les résultats seront pas au rendez-vous, je pense et puis, c'est trop compliqué à gérer. OK? Hem, Par contre, pour le concours Sésame, vous avez 6 épreuves, les langues, l'analyse documentaire, les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. Le programme de maths pour le concours Sésame, il est, enfin, comment dire? C'est des petits problèmes et ça va pas plus loin un peu que le niveau seconde. On en reparlera plus tard. Mais si vous êtes en STMG, ou si vous avez arrêté les maths, vous n'êtes pas handicapé, hein, pour faire les maths de Sésame, ça posera pas de problème. C'est tellement différent des maths de lycée, en fait, que ça gênera pas et donc du coup, là, un étudiant de terminale actuellement qui a arrêté les maths ou qui est en STMG, je lui conseille de faire le concours Sésame plutôt que le concours Access. OK? Encore une fois, si c'est pour l'année prochaine et cetera, ça peut se discuter. Mais encore une fois, de toute façon, j'en parlerai avec vous avant de vous prendre pour ce genre de choses-là, parce que si je vous prends, c'est que c'est pour que vous réussissiez. OK?
C'est pas pour qu'à la fin, on se rende compte que c'est trop compliqué. Et ça, il y a des questions que je peux vous poser qui me permettront de savoir si ça peut le faire ou pas. OK? Euh, donc, il y a 16 écoles au concours Sésame avec 19 programmes. Toutes les écoles ne se valent pas. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelques très bons billets. Il y a l'EM Normandie qui est très intéressante. On peut même aller rajouter le MLV parce qu'ils ont un parcours très intéressant pour les sportifs, le MLV de haut niveau. Et d'ailleurs, le Lyon aussi a un parcours talent pour les sportifs de haut niveau. Euh, et pour d'ailleurs, ça s'arrête pas aux sportifs, hein, les parcours talent. Mais, mais toutes les écoles ne se valent pas. Donc, quand vous préparez un concours, quand vous voulez rentrer dans une école de commerce, hein, d'ailleurs post-bac, ça va vous coûter en général entre 10 et 12 000 euros l'année, quelle que soit la qualité de l'école. Donc, c'est très important de bien préparer vos concours pour bah, faire une bonne école. Parce que quitte à payer 50 000 euros sur 4 ou 5 ans, autant que ça soit pour une école qui soit bonne et qui va vous permettre d'avoir des bons débouchés derrière, d'avoir un bon salaire à la sortie. Et il y a un gros écart entre faire l'ISEG ou faire PSB. Ok? Sachant que vous pouvez très bien réussir professionnellement en faisant PSB, il n'y a aucun problème avec ça. Ce que je vous dis, c'est que ce n'est pas les mêmes opportunités que vous avez à la sortie. Donc, c'est important voilà, de bien investir euh, du temps dans votre préparation pour bah, plus tard bah, gagner du temps dans le monde professionnel et commencer plus haut dans l'échelle, ok? Avec des meilleures opportunités. Donc, quand on fait le concours Sésame, on peut faire des BBA en 4 ans ou des programmes grande école en 5 ans. Il n'y a pas de bachelor. Ok? Les BBA, c'est pas moins bien que les programmes grande école. Comme je vous l'ai dit, le BBA de l'ESSEC, c'est peut-être le meilleur programme, toute école confondue. On peut comparer ça à l'IESEG. Mais choisir le BBA de l'ESSEC par rapport à l'IESEC, c'est classique. Choisir l'IESSEC par rapport au BBA de l'ESSEC, ça se fait aussi. Ok? C'est peut-être un peu plus sélectif l'ESSEC parce qu'il y a moins de place qu'à l'IESEG. Mais sinon, voilà, d'un point de vue académique, c'est vraiment de la qualité. Et voilà, enfin, comment dire, c'est pour des bons étudiants. Ok. Du coup, là, on est en plein dans Parcoursup. Donc, je vais vous faire quelques rappels un peu sur les prochaines échéances. Là, vous avez jusqu'au 13 mars pour vous inscrire au concours Access et Sésame. Pour vous inscrire, vous mettez le nom d'une école. Donc, par exemple, vous mettez IESEG en programme grande école. Vous rajoutez ça dans vos vœux et ça va vous rajouter le vœu Access. Ça marche de la même manière pour Sésame. Ensuite, vous pouvez rajouter tous les campus que vous voulez, toutes les écoles que vous voulez. Ça va vous faire des sous-vœux. Les sous-vœux du concours Access et du concours Sésame, on dit accès ou access comme vous voulez, du concours accès, disons du concours Sésame, vos sous-vœux ne sont pas comptabilisés. Ça compte comme 0 sous-vœux. Donc vous êtes limité à 20 sous-vœux, normalement, et à 10 vœux, mais tous les sous-vœux que vous allez mettre dans le concours Sésame et dans le concours access ne seront pas comptabilisés. Mon conseil, la bonne pratique pour moi, c'est de mettre toutes les écoles, tous les campus quand vous vous inscrivez au concours. Et au moment des entretiens, vous n'allez pas passer des entretiens dans toutes les écoles où vous êtes admissible, vous allez juste choisir à ce moment-là quelles sont les écoles où vous voulez vraiment passer des entretiens. Pourquoi c'est bien de mettre toutes les écoles? Parce que imaginons que vous êtes intéressé par l'IESEG, mais que, en fait, le jour où vous allez recevoir les résultats de vos épreuves écrites, hein, donc le 22 avril pour le concours Access, vous allez vous connecter à votre plateforme sur Access, donc au site d'Access pour voir vos résultats. Et en fait, à ce moment-là, il y aura toute la France qui va vouloir se connecter en même temps pour voir ces résultats, pour voir leurs résultats. Et donc, du coup, quand vous allez essayer de vous connecter, le site, ça va être comme tous les ans, il va être saturé et ça va mettre entre 5 minutes pour réussir à se connecter et 5 heures. Donc, si les résultats tombent à 17 heures, peut-être qu'en fait, les résultats, vous les verrez qu'à 22 heures ou à 23 heures. Et au moment où vous choisirez vos créneaux pour les euros, bah, peut-être que vous aurez plus tant de choix que ça. Et donc, peut-être que si, je sais pas, l'ESDES, c'était pas un choix qui vous intéressait, mais que voilà, peut-être vous serez content en fait d'avoir la possibilité de prendre un entretien à l'ESDES avant de passer votre entretien à l'IESEG, juste pour vous entraîner. Imaginons que votre entretien à l'IESEG, en fait, on vous a que comme possibilité 27, 28 ou 29 avril. Bah, peut-être vous serez content en fait le 25 avril de passer un entretien à l'ESDES juste pour vous entraîner. C'est gratuit et ça vous permet et vous pouvez le faire. Ok. Après l'ESDES c'est à Lyon, donc c'est peut-être pas le meilleur exemple que je vous ai donné, mais c'est l'idée. Ok. Donc prenez des écoles, mettez toutes les écoles et vous faites la sélection derrière. Ok. Donc, vous avez jusqu'au 13 mars pour vous inscrire au concours. Quand vous vous inscrivez, bah, après, faut payer sur Parcoursup et il faut créer votre espace sur le site d'Access pour le concours Access et sur le site de Sésame pour le concours de Sésame. C'est sur vos espaces Access Sésame que vous recevrez toutes les informations pour les convocations pour les épreuves. Les épreuves hein, se font à distance hein, pour les concours. Les épreuves écrites se font à distance pour les concours Access Sésame. Et donc, tout ça pour vous dire, vous aurez toutes les informations, toutes les convocations, les résultats des épreuves écrites sur sur le site d'Access et de Sésame. Mais d'abord, il faut payer sur Parcoursup pour pouvoir avoir accès à ça.
Le 15 mars, vous allez pouvoir tester la plateforme Sésame. Le 26 mars et le 2 avril, vous pouvez tester la plateforme Access. OK? Ils appellent ça des concours blancs, c'est tout sauf des concours blancs, c'est juste vraiment des tests. Un test de la plateforme, ça s'arrête là. OK? C'est une prise en main de la plateforme, ça va durer 40 minutes. Les vraies épreuves, ça va durer 6 heures. OK? Euh, donc les épreuves écrites, c'est le 10 avril pour le concours Access, 15 avril pour le concours Sésame, et 2 jours avant les épreuves écrites pour le concours Accès, vous allez avoir la publication des grands admissibles. Les grands admissibles, c'est les étudiants qui vont être dispensés des épreuves écrites et qui pourront aller directement à l'oral. L'année dernière, c'était la première fois où ils faisaient des grands admissibles. Dans la prépa, il y avait 80 étudiants qui préparaient le concours Access. Il y en a 4 qui ont été grands admissibles. Il y en a 4 ou 5, je ne sais plus. 4 ou 5, je n'ai pas envie de vous dire une bêtise. Ils avaient tous plus de 17 de moyenne, sauf un qui était dans les 16 de moyenne. On a eu des étudiants à 17 de moyenne qui n'ont pas été grands admissibles. Et donc, ça ne vous garantit pas d'être grand admissible. Ok, c'est pas une valeur sûre. Ok. Euh, et donc, du coup, vous devez quand même vous préparer aux épreuves écrites parce que vous ne le saurez que 2 jours avant, en fait, si vous allez les passer ou pas. Ok. Mais si vous ne les passez pas, parce que vous êtes grand admissible, magnifique. Vous allez directement au stade suivant. 10 jours à peu près après les épreuves écrites, 10 jours, 2 semaines, vous allez passer vos épreuves orales. Vous allez avoir vos résultats et vous pourrez du coup commencer à passer vos épreuves orales. Et donc, vous prenez rendez-vous en ligne et c'est une épreuve orale par école. Et donc, du coup, dans 95% des cas, vous devez passer les épreuves orales en présentiel. Si vous vivez à l'étranger, vous pouvez les passer à distance, il n'y a pas de problème. Et donc, le 2 juin, les résultats seront publiés sur le site de Parcoursup, les résultats définitifs. Si vous avez un tiers-temps, dernière chose que je veux vous dire, vous pouvez faire la demande sur Parcoursup et auprès des concours et vous aurez du temps en plus lors des épreuves et c'est un réel avantage. Donc si vous avez la possibilité d'avoir un tiers-temps, c'est important de le demander. Maintenant, je vais commencer à vous donner quelques conseils parce que là, on est fin février. Les étudiants, ils sont déjà avancés dans la préparation la plupart du temps. Et donc, du coup, c'est important de faire les choses très bien pour ne pas, pour avoir les meilleures chances de réussir les concours alors que vous préparez, de manière, accélérée. OK? La première chose, c'est que sur le site de Parcoursup, enfin sur Parcoursup, on vous demande de remplir vos centres d'intérêt et vos projets personnels motivés, les lettres de motivation. OK? C'est une lettre de motivation par concours, pas par école. OK? Donc faites une lettre pour Access, une lettre pour Sésame. Vous l'adaptez entre les 2, elles vont être assez similaires. OK? Les lettres que vous devez faire, elles font 1500 caractères. Elles sont pas hyper importantes pour votre notation, mais elles peuvent ça servira, pardon, ces documents pour les oraux. OK? Et ça va compter quand même un petit peu pour Sésame, mais pour Access, c'est pas hyper important, mais au moment des oraux, ça va vraiment compter. Donc, l'objectif de la lettre de motivation du projet personnel motivé, c'est d'expliquer pourquoi, bah, vous souhaitez faire une école de commerce et ce que vous allez pouvoir apporter à l'école. Donc, c'est important d'être capable de présenter un projet professionnel et de mettre en avant vos points forts. Évidemment, on le sait très bien qu'un étudiant qui est en terminale, il n'a pas un projet professionnel qui est arrêté. Par contre, le fait de présenter un projet professionnel et d'en parler pendant les entretiens, ça va, comment dire, ça va montrer que vous êtes vraiment posé la question de pourquoi vous êtes là. Et ça, c'est ça qui vous aidera à faire la différence après. Donc nous, en tant que jury, on sait très bien que votre projet va évoluer. Mais on est content de voir que vous êtes déjà projeté dans l'école et vous êtes, enfin, vous êtes déjà, enfin, on est content que vous soyez déjà posé, pardon, les questions sur pourquoi vous voulez faire une école de commerce, quels sont les cours qui vous intéressent et comment enfin, et comment dire, et de montrer que vous connaissez le programme. Ok? Donc, pour faire une bonne lettre de motivation, un bon projet personnel motivé, je peux vous conseiller un plan. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous présenter en une phrase. Ensuite, de parler de votre projet professionnel et d'expliquer bah, pourquoi vous avez besoin de faire une école de commerce pour réaliser votre projet pro. Expliquer ce que l'école va vous apporter. Et quand vous parlez de ce que l'école va vous apporter, c'est bien de montrer aussi que vous avez des expériences qui sont en lien avec votre projet pro et que c'est cohérent avec votre personnalité, bien évidemment. Et ensuite, il faut montrer ce que vous aussi, vous allez pouvoir apporter à l'école. OK? Donc l'école doit vous choisir. Donc il faut vraiment que l'école puisse comprendre en fait pourquoi vous avez besoin d'elle. Et il faut que faut que vous montriez ce que vous allez pouvoir apporter à l'école et comment vous allez être une plus-value pour l'école. OK? Et à la fin, vous faites une petite phrase de conclusion.
Je vous ai mis quelques exemples de lettres de motivation pour que vous y voyez plus clair. Je vous les enverrai, ces exemples. Ça fait partie des slides. Je vous envoie la présentation, je vous ai dit. Je vous ai fait 3 exemples. Premier exemple. Madame, monsieur. Donc, je les ai anonymisés. C'est des lettres d'étudiants de l'année dernière. Juste pour vous dire, vos lettres de motivation, quand vous faites partie de la prépa, si vous souhaitez vous préparer avec nous, euh, je les relis personnellement et je vous donne un retour dessus gratuitement. Ok, c'est partie du suivi. C'est moi qui vous suis hein, dans votre préparation et donc du coup, je prendrai le temps de faire ce travail-là, pour vous. Vous m'envoyez une version qui est finie de votre lettre et moi je vous fais des retours dessus. Madame, monsieur, attiré par le développement durable en parallèle du lycée X, je suis une formation à l'école du climat qui complète parfaitement mes spécialités SES, anglais, option droit et enjeux du monde contemporain. Première phrase, quelque chose de très intéressant. Il dit qu'il est intéressé par le développement durable et qu'il fait une formation à l'école du climat. Donc ça, c'est hyper cohérent. Et donc, on voit que, comment dire, enfin, c'est hyper bien en fait quand vous dites quelque chose, de donner un exemple derrière. On ne dit pas, je suis quelqu'un de très travailleur avec l'esprit d'équipe. On dit, je suis par exemple, je sais pas, pour montrer que vous êtes travailleur, vous allez prendre un exemple. Vous pouvez dire, je suis travailleur et j'ai l'esprit d'équipe. C'est ce qui m'a permis de devenir capitaine de mon équipe de football et d'être capable, de m'engager sur, 7 heures d'entraînement de foot par semaine. J'en sais rien. Ça montre que vous êtes vraiment quelqu'un de travailleur avec l'esprit d'équipe. OK? Je souhaite intégrer donc là, c'est ce qu'il a fait, hein, avec l'école du climat. Je souhaite intégrer une école de commerce, convaincu que l'économie et l'écologie vont de pair et que les technologies utilisées à bon escient permettra de réconcilier les 2. Que la technologie, permettra de réconcilier les 2. Il ne veut pas y avoir d'entreprise gagnante dans un monde perdant. Ça, c'est assez long, hein. Ça, c'est un peu trop long pour pas parler de soi. OK? En investissement davantage dans les entreprises responsables, nous pouvons construire un monde meilleur. Ça aussi, c'est en trop, en fait, ça fait beaucoup. En tant que citoyen du monde, j'ai un rôle à jouer dans la préservation de la planète. C'est très long. Le seul intérêt de tout ce paragraphe, c'est que ça montre ses valeurs, OK, à l'étudiant. Mais par contre, je trouve ça toujours trop long. Trop long pour pas dire grand-chose sur lui, mais ça montre quand même ses valeurs et qui il est. Enfin, ça en dit un petit peu quand même sur sa personnalité. Les écoles du concours Sésame, alors, on évite les grandes phrases pompeuses, les belles tours, enfin, avec des très belles tournures, etc. Il faut être efficace. On veut des phrases courtes, concises. Vous avez que 1500 caractères, c'est 15 lignes, hein. OK? Les écoles du concours Sésame que j'ai sélectionnées, donc lui, il s'adresse au concours en entier et il a raison. Parce que c'est pour le concours Sésame, c'est pas pour toutes les écoles, c'est pas une lettre école par école. OK? Donc c'est une lettre qui commune. Donc, les écoles du concours Sésame que j'ai sélectionnées répondent à mes critères d'exigence en matière de formation, d'ouverture à l'international ou encore d'employabilité et s'inscrivent dans une démarche responsable et durable. Chose qui est cohérent avec ce qu'il a dit avant. La rencontre de vos étudiants et professeurs au JPO, lors des salons et journées d'immersion, ont renforcé ma forte motivation à rejoindre un programme sélectif, à m'investir pleinement dans les échanges internationaux et à intégrer la vie associative. C'est intéressant parce qu'il montre il s'est vraiment projeté dans les écoles, il s'est vraiment renseigné, il a été au JPO, il a été au salon, il a fait les journées d'immersion. Il a compris il allait avoir des échanges, de la vie associative et qu'il fallait s'engager dedans. Je suis sérieux, volontaire et sociable, je sais créer de la cohésion dans un groupe. Sportif, je joue en équipe et j'ai à cœur la réussite collective. En fait, ça aurait été mieux, en fait, qu'il explique c'est quoi son sport et son engagement sportif pour qu'on comprenne mieux, en quoi il a l'esprit d'équipe et en quoi, voilà, il est capable, en quoi il est, comment dire, volontaire ou sociable. OK? Montrer, en fait, en donnant des exemples plus concrets. Et enfin, il conclut, m'accueillir au sein de votre école, c'est faire l'étudiant d'un choix d'un étudiant ESG, le faire le choix d'un étudiant ESG, pardon, je suis hyper fatigué, je suis désolé. Là, j'ai donné toute une journée de cours aujourd'hui parce que c'est les stages intensifs, hein, justement, pour préparer les concours. Et donc, j'ai parlé toute la journée, donc je peux buter sur quelques mots parfois. Je sais lire couramment, normalement, ça ne pose pas de problème. Mais là, j'ai les yeux qui peuvent se croiser un petit peu. M'accueillir au sein de votre école, pardon, c'est faire le choix d'un étudiant ESG engagé, sérieux et génial. Ça, c'est quelque chose de très, sympathique, mais qui se fait pas trop dans une lettre de motivation. Moi, je lis ça, je me dis: «Bon, au moins, c'est lui qui a écrit sa lettre de motivation, c'est sûr. Ça, c'est pas sa mère qui a écrit ça». OK? Donc ça me pose pas de problème. D'autres personnes pourraient être un peu plus, comment dire, pourraient peut-être un peu pénaliser ça. OK? Moi, ça aurait pas été mon cas, mais bon, c'est un peu risqué de faire ça, mais c'est mignon. Espérant que ma candidature retienne votre attention, bien à vous. OK? Deuxième lettre de motivation. Madame, monsieur, actuellement en terminale SP.
maths et sciences économiques et sociales, je souhaiterais intégrer à la rentrée prochaine votre prestigieuse école de commerce. Déjà, elle dit votre prestigieuse école de commerce comme si elle s'adressait qu'à une seule école. Donc, il faut faire attention. Soit elle a postulé qu'à une école et d'accord, soit elle a postulé à plusieurs écoles et dans ce cas-là, il ne faudrait pas dire ça. Ok. Très curieuse de l'actualité et des enjeux contemporains, j'aimerais découvrir de nouvelles matières comme le marketing, le management ou la gestion. C'est bien qu'elle cite les matières qui l'intéressent, ça montre qu'elle a regardé un petit peu les programmes. Vos enseignements de qualité et votre encadrement pédagogique me conviendront parfaitement. Encore une fois, elle s'adresse qu'à une école, c'est bizarre. J'ai le projet de m'orienter vers le marketing digital dans l'univers du luxe, secteur passionnant que j'ai découvert lors d'un stage. Ça, c'est intéressant. Elle donne son projet pro. Elle peut rester quand même assez large hein, dessus. Et en plus, elle dit, c'est bien ce qu'elle a fait un stage dessus. Ça aurait été encore plus intéressant qu'elle dise chez qui elle a fait son stage, par exemple, qu'elle dise un mot de plus sur le stage. Elle est sérieuse, volontaire et ambitieuse. Je m'adapte très facilement à mon environnement et je suis prête à m'investir avec assiduité dans cette formation d'excellence. Je souhaite évoluer vers une carrière internationale car j'ai la chance d'être trilingue. Ça, c'est très intéressant. Je sais que vous offrez de belles opportunités de partir réaliser des stages à l'étranger ou étudier en partenariat avec des universités de renommée. Pourquoi pas? J'aurais bien aimé qu'elle me dise ces langues, mais c'est intéressant. La vie associative de votre école est riche et variée. Je souhaite y participer activement, notamment dans le domaine de la mode qui me passionne. J'aimerais beaucoup organiser un défilé au sein de l'école. Ça montre qu'elle se projette vraiment dans l'école, qu'elle a réfléchi à ce qu'elle pourrait vraiment apporter à l'école. Même si elle ne le fait pas plus tard, le fait qu'elle se pose la question, c'est déjà super intéressant et c'est déjà mieux que la plupart des étudiants. J'espère vivement faire partie de votre promotion l'an prochain, en espérant que ma candidature, machin. Monsieur, au revoir. Ok? Et elle a une petite dernière lettre et ensuite on avance. Donc, élève de terminale au lycée X, en section européenne, etc. Mes amis et mes proches disent de moi que je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Ça, c'est non. Je préfère qu'ils disent je suis de nature entreprenante, positive et bienveillante. Parce que là, mes amis et mes proches disent de moi, c'est des caractères qui sont perdus et ça rajoute rien. Il faut être plus assertif et montrer que vous savez qui vous êtes. Ok. Même si vous êtes qu'en terminale et que, évidemment, vous ne savez pas encore forcément à 100% qui vous êtes. Mais voilà, faut avoir un peu plus d'assurance. Je suis à la fois rationnel, organisé et créatif. J'aime concevoir et réaliser. Donc c'est bien, elle a dit plein de qualités, mais elle n'a pas donné l'exemple encore. Et là, elle commence à dire j'aime concevoir et réaliser, et je suis passionné par la mode. Ça, c'est cohérent. En plus, elle parle de son projet pro. Et là, elle va développer ça quand elle dit j'ai vécu un certain nombre d'années en Asie et voyagé dans plus de 15 pays sur tous les continents. Très bien. Ces expériences internationales et découvertes m'ont ouverte aux cultures, aux langues et aux autres. Elles sont pour moi une source d'inspiration dans mes activités, notamment créatives. Le travail de groupe, euh, dans mes activités notamment créatives, le travail en groupe et mes relations aux autres. C'est bien en fait qu'elle montre que c'est quelqu'un de créatif et que voilà, elle est passionnée par la mode et en fait tout ça, et c'est bien qu'elle est capable de cette activité créative en fait. Mon projet s'appuie sur ma personnalité, mes goûts et mes expériences, intégrer une école de commerce avec une réelle et forte ouverture internationale et des options marketing variées. Très bien. Aujourd'hui bilingue anglais, mon objectif est de travailler à l'international dans le business marketing dans le secteur de la mode ou du luxe. Elle détaille son projet pro, pourquoi pas. Après m'être consciencieusement documenté et après avoir échangé avec élèves et enseignants, salon, plaquettes web, JPO, session live, très bien. Les écoles du concours Access correspondent parfaitement à mes attentes pour construire mon projet. Et là, elle détaille des éléments du projet qui l'intéressent. Ça, c'est aussi très intéressant. Ça montre qu'elle a vraiment regardé le projet. Après ou en parallèle de l'école, je souhaiterais suivre les enseignements d'un master spécialisé en fashion et luxury good management. Se projeter aussi loin, je trouve ça un petit peu risqué parce qu'on peut la challenger sur ça. Mais je n'aurais pas été aussi précis là-dessus, par contre. Mais bon, globalement, ça reste quand même une lettre qui est intéressante avec une personne qui a l'air d'avoir un projet qui est vraiment étudié. Et donc, c'est ce que je vous invite à faire. Voilà. Vous pouvez prendre un petit peu de ce que vous voyez dans ces lettres-là pour construire votre lettre et d'avoir une démarche qui est la bonne. OK? Du coup, maintenant que je vous ai parlé voilà, de Parcoursup pendant assez longtemps, juste j'ai une question. Est-ce que vous me trouvez trop lent? Si vous me trouvez trop lent, je vais me le demander dans le chat. Trop lent, trop rapide, ou OK. Mettez un petit pouce dans le chat si vous pensez que c'est OK ou si c'est trop rapide ou trop lent. Je me mets un pouce sous le OK pour que vous voyez. Certains ont dit trop lent. Tout le monde dit sinon les autres disent parfait. Je vais essayer d'être un peu moins lent du coup. Ah, il y a quand même des trop lents. OK. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Sans non plus aller trop vite. Donc on va parler maintenant des épreuves écrites. Et je vais essayer de vous donner des conseils concrets sur ce que vous pouvez faire pour être efficace dans votre préparation des épreuves écrites. Pour le concours Access et pour le concours Sésame, vous avez des langues, vous avez de l'anglais. Alors, je ne vais pas détailler le format comme ça on gagne du temps, mais je vais parler vraiment du contenu. Ok, le format, vous pouvez le regarder par vous-même et vous l'avez écrit sur les slides.
Donc, pour Access et pour Sésame, vous avez l'anglais. À Sésame, vous avez aussi une LV2. Si vous avez la chance d'avoir une langue autre que l'anglais pour laquelle vous êtes bilingue, au concours Sésame, vous pouvez demander à ce que votre LV2, votre LVB, ça devienne votre LVA. Ça veut dire, si vous êtes d'origine espagnole, vous pouvez dire l'espagnol. Je mets l'espagnol en LV1, l'anglais en LV2. Vous ferez le même test d'anglais que les autres, mais il aura un coefficient qui est beaucoup plus faible. Nous, avec les étudiants de la prépa, on prépare toutes les matières sauf la LV2 de Sésame, parce qu'il y a 10 langues différentes, et que bah, on n'a pas des profs d'arabe, de chinois et d'hébreu, et d'italien, etc., portugais, etc. Donc, c'est des petits coefficients. On peut vous donner de quoi vous préparer, bien évidemment, pour ces matières-là, mais on ne vous donne pas de cours sur les LV2. Par contre, sur tout le reste, on le fait. En anglais, au concours Access Sésame, c'est à peu près le même programme, et donc du coup, mais le format, il est complètement différent. Pour le concours Access, il y a un vrai enjeu de vitesse, que c'est 1 heure le test, mais le test est très très long, ok? Sans rentrer en détail dans le format. Pour le concours Sésame, 40 questions à faire en 30 minutes en anglais, 40 questions dans l'autre, dans l'autre langue. Pour les deux concours, vous allez avoir un peu de compréhension de texte. Hop. Vous allez avoir un peu de compréhension de texte, pardon. Vous allez avoir euh, beaucoup de questions de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire. Ok? Pour ces questions-là, enfin c'est principalement de la grammaire d'ailleurs, il y a des choses que vous pouvez réviser en particulier. Il faut être à l'aise sur... Attendez, je vais vous faire une liste qui est vraiment, comment dire, je vais vous faire la meilleure liste possible. Ok? Donc, vous pouvez faire en anglais, attendez, je vais vous sortir ça. Ok, faut être vraiment bon sur les temps. Présent, prétérit et présent perfect, futur simple et conditionnel. Il faut être bon sur les pronoms possessifs, la partie, comment dire, obligation, must, etc., have to. Ok. Les pronoms interrogatifs, présent et past perfect continuous, futur perfect et futur continuous. Les comparatifs et superlatifs. Les habitudes, style used to, ok, comment on les utilise. Les mots indénombrables, comment on utilise as. Et il faut être très bon sur les verbes irréguliers, sur les verbes, sur les verbes, pardon, c'est les verbes et sur les verbes à particules, pardon. Beaucoup de questions sur les verbes irréguliers, les verbes à particules. Ok, la concordance des temps est aussi importante. Donc, les connecteurs, autre chose, vous êtes, donc, pardon, je m'égare. Donc, tous les temps, grosso modo, les connecteurs logiques en anglais, euh, les verbes irréguliers, les verbes à particules, les faux amis, ça tombe beaucoup. Euh, Voilà, c'est les points les plus importants, je dirais. Ok? Au concours Sésame, vous allez avoir aussi quelques questions de culture générale sur les actualités du monde anglo-saxon. C'est trois questions en général par an. Ok? Vous ne retrouvez pas ça à Access, c'est la seule différence. Vous pouvez préparer de la même manière le concours Access que le concours Sésame. En termes de contenu, c'est la même chose. C'est juste en termes de format, c'est différent. Ok? Ensuite, on a la synthèse. Alors, pour Access, c'est la synthèse de documents. Pour Sésame, c'est l'analyse documentaire. C'est pas la même chose du tout. Je vous les ai mis ensemble parce que là, quand on voit la slide, c'est un peu parlant. Pour le concours Access, vous allez avoir encore plus d'une douzaine de documents. Il faut rédiger une synthèse qui fait 350 mots, plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots. C'est un exercice rédactionnel, vous avez 3 heures, ce qui est assez large, moi je trouve. Ok. Ce qui est important pour être efficace dans votre synthèse, c'est de respecter les consignes que je vous dis et d'appliquer la méthodologie que je vais vous décrire très rapidement. Ok. Donc je vais vous donner des conseils méthodologiques et on va parler des choses à ne pas faire. Donc, première chose à ne pas faire, c'est ne pas respecter la consigne. Donc, il faut faire vraiment entre 315 et 385 mots obligatoirement. Si vous faites un tout petit peu moins ou un tout petit peu plus, c'est très fortement pénalisé. Euh, il faut aussi euh, ne pas mettre de connaissances personnelles. Il ne faut pas mettre de connaissances personnelles dans votre synthèse Access. Et il ne faut pas non plus citer les textes directement ou reprendre directement ce qui a été dit dans le texte. On ne peut pas dire comme dans le document 7, etc. Ça, c'est pas bon. OK? Euh, Donc, vous avez une douzaine de documents. Les documents vont tous être sur un thème qui est commun, ok? Qui ne vous sera pas indiqué. Comme vous voyez là, quand on regarde le document 7, à la fin du document 7, on a quand même la bibliographie. Vous voyez de quoi est extrait ce document. Ça vous donne quand même, comment dire,
des informations sur le sujet de la synthèse. Parce que tous les documents vont être reliés à un thème global. Donc, par exemple, disons que le thème, c'est l'intelligence artificielle. Tous les documents vont parler de l'intelligence artificielle, mais certains documents vont avoir un point de vue, d'autres un point de vue différent. Et donc, en fait, vous allez, donc tout va parler d'intelligence artificielle, mais ce qui va être intéressant, ça va être de voir quels sont tous les aspects qui sont traités du sujet. Et donc, en termes de méthodologie, ce que je vous conseille, c'est de un, vous prenez 2 minutes pour regarder vite fait les textes et regarder la bibliographie pour comprendre de quoi ça va parler. Ça va vraiment vous donner, comment dire, ça va vraiment vous faciliter ensuite la lecture et c'est un vrai confort de savoir, en fait, dans quoi on se lance. Ensuite, vous pouvez prendre 1 heure pour faire des petites fiches sur chacun des textes. Donc, vous prenez vos 2 feuilles de brouillon, vous les séparez en 6 ou 8 cases, et dans chacune des cases, vous pouvez mettre un petit résumé de chacun des textes, en mettant un titre à chacun des documents. Et pour chaque document, vous mettez les idées principales rapidement, et pour chaque idée principale, les exemples qui sont traités dans le sujet. Et après, les exemples, vous pouvez les surligner sur la synthèse directement, qui est donc sur le logiciel. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous avez fiché tous vos documents sur vos 2 feuilles. Donc vous ne faites pas ça recto verso, mais juste recto sur vos 2 feuilles. Vous allez avoir en fait tous les documents qui sont résumés. Vous prenez le temps, ensuite, une vingtaine de minutes pour essayer de voir quels sont les différents thèmes comment dire, qui sont les thèmes principaux, enfin, quels sont les thèmes principaux, et ensuite, quel document parle de quel thème. OK? Par exemple, je sais pas, pour, l'axe sur l'intelligence artificielle, pour si le docu c'est sur l'intelligence artificielle, vous pouvez avoir un axe sur, comment ça fait évoluer, comment ça change le monde du travail, comment ça a un impact sur, nos activités créatives et je sais pas moi, quelles sont les perspectives futures. Et donc en fait, ça va être vos 3 parties pour votre plan derrière. Donc ensuite, vous faites votre plan, vous prenez vraiment 45 minutes pour faire un plan détaillé. Vous faites d'abord, vous mettez le titre de vos parties. Dans chacune de vos parties, vous mettez 2 ou 3 idées avec à chaque fois un exemple tiré des documents que vous allez utiliser. OK? Et ensuite, en fonction des parties que vous avez identifiées, vous choisissez une problématique qui va vous permettre de traiter tout le sujet et vous rédigez votre intro et votre conclusion. Dans votre intro, il faut définir les thèmes du sujet. Donc, par exemple, définir ce que c'est l'intelligence artificielle et ça sera défini dans les documents. OK? Et il faudra faire une petite ouverture en utilisant une information qui a été donnée dans les documents aussi. Vous faites votre problématique et ensuite vous déroulez votre plan du coup et vous faites une phrase de conclusion qui répond à votre problématique et une petite ouverture en reprenant des documents que vous n'avez pas utilisés lors de la synthèse. OK? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les documents pour la preuve de synthèse Access, mais le plus vous en utilisez, le mieux c'est quand même. Mais il y a une hiérarchie entre les documents. Certains documents, vous pouvez les utiliser 2 fois et d'autres 0. OK? Donc ça, c'était pour la synthèse de documents Access. Pour Sésame, vous avez l'analyse documentaire. Vous avez des textes un peu comme pour la synthèse Access, mais c'est différent. Vous allez avoir plutôt à peu près 25 documents. 20 documents textuels et allez, ouais, même 10 documents iconographiques, photos, des graphes, etc. Donc c'est même peut-être une trentaine de documents. Ça fait 45 pages. C'est énorme. Vous avez que 2 heures. Vous n'avez pas le temps, en fait, limite, de lire tous les documents. Vous allez avoir 3 types de questions. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Les questions de repérage, c'est des questions, en fait, c'est un QCM, hein, l'analyse documentaire pour Sésame. Les questions de repérage pour Sésame, on va vous poser une question et la réponse va être directement dans les documents. OK? Donc, par exemple, on va vous demander, je ne sais pas moi, combien de startups liées à l'intelligence artificielle Apple a racheté en 2023. Et dans un des documents, il y a écrit Apple a acheté 31 startups d'intelligence artificielle en 2023. OK? Et donc, en gros, ça, c'est des questions qui sont faciles, qui valent pas beaucoup de points. Vous pouvez pas faire de contrôle, enfin, vous pouvez pas utiliser de raccourci clavier pour trouver quand est-ce qu'on parle d'Apple. Ça, vous pouvez pas. Mais donc ça, c'est pour les questions d'analyse de repérage. Questions d'analyse, c'est des questions qui sont plus larges, où il y a plusieurs réponses justes, et donc vous allez les trouver dans plusieurs textes. Et enfin, vous avez des questions de synthèse, c'est on a rédigé une synthèse pour vous. Par contre, il y a des trous. Il faut choisir la bonne problématique, il faut choisir les bons mots qui correspondent. Et donc, dans cette partie-là, en fait, il y a beaucoup de pièges. Parce que, en fait, parfois il y a plusieurs choses qui vont correspondre, mais il y a une réponse qui est mieux que les autres et donc il faut choisir la meilleure réponse. OK? Donc les problématiques, il y en a qui vont vous avoir l'air justes, mais qui au final, seront moins bien que certaines que d'autres propositions. La méthodologie pour, l'analyse documentaire est la suivante. Pour l'analyse documentaire, contrairement à la synthèse, vous avez une bibliographie, générale et vous avez même un sommaire. OK?
Vous regardez d'abord les questions, donc vous regardez les documents, vous regardez le sommaire, comme ça vous savez de quoi ça parle. Vous regardez ensuite les questions d'analyse documentaire, les questions de repérage directement. En fonction des questions de repérage, vous pouvez regarder le sommaire, comme ça vous vous dites, OK, vous n'avez pas de brouillon. Que ça vous dites, OK, la première question, je pense trouver la réponse dans le texte 3. La deuxième question dans l'infographie 4. La troisième question, etc. Comme ça, vous allez pouvoir trouver les réponses sans même avoir lu les documents, mais juste en regardant les titres des documents, ça va vous donner une idée d'où chercher. OK? Pour les questions d'analyse, vous les lisez, mais vous les faites à la fin. Et les questions de synthèse, vous essayez de les faire tout de suite sans avoir lu le corpus documentaire. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de bien comprendre de quoi parlent tous les documents déjà. Et en plus, parfois, même par cohérence textuelle, vous allez pouvoir éliminer des réponses. Évidemment, les réponses aux questions de synthèse que vous avez choisies, vous allez les changer après. Ensuite, vous prenez du coup 1 heure pour lire tous les textes et répondre aux questions de repérage et répondre à toutes les questions de repérage. Et ensuite, vous prenez une demi-heure pour traiter des questions d'analyse. Comme vous avez lu tous les textes, vous avez peut-être déjà commencé à répondre aux questions, vous prenez vraiment une demi-heure pour retourner sur les questions d'analyse, aller dans les documents et chercher les informations. Ça vaut beaucoup de points les questions d'analyse, donc c'est important de passer du temps. Et à la fin, les 15 dernières minutes qui vous restent, vous repassez sur les questions de synthèse et vous remplissez les questions de synthèse. OK? Donc ça, c'était pour la synthèse. Et il reste plus beaucoup de matière, vous inquiétez pas, je vais arrêter d'être aussi lent. En fait, j'ai tellement envie de vous dire des choses que bah, je suis un peu trop lent. OK? Je suis désolé. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression de parler tellement vite, je me dis, est-ce que vous comprenez même ce que je raconte en étant aussi rapide? Je suis dans un dilemme. Du coup, maintenant, on va parler de la partie raisonnement logique et mathématique. C'est la partie la plus importante pour le concours Access. Ça, c'est juste pour le concours Access. Pourquoi c'est la partie la plus importante? Parce que c'est 45% de la note pour l'IESEG et pour l'ESCA. Merci, Leïla. J'ai vu le petit commentaire qui me dit que tout est OK. Génial. Donc, cette matière-là, c'est la matière que j'enseigne dans la prépa. Donc c'est une matière que j'aime vraiment. Et vous avez trois parties, raisonnement logique, maths, problème. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors, donc déjà tous à distance, vous avez des brouillons, bien évidemment. Vous avez une calculatrice qui est intégrée dans le logiciel. Donc, ce n'est pas votre calculatrice que vous utilisez. Et la calculatrice qui est intégrée dans le logiciel, elle vous permet de faire que des opérations simples. Vous ne pouvez pas tracer des graphes avec la calculatrice du logiciel. OK? Vous avez 8 minutes par question. Et pour chaque question, vous avez 4 propositions. Et il faut dire à chaque fois si c'est vrai ou faux. Première chose, c'est que si vous avez arrêté les maths en terminale, enfin si vous faites pas de maths en terminale et que vous êtes en terminale actuellement, laissez tomber le concours Access, les maths, ça va être trop compliqué. OK? Si vous faites maths complémentaires, c'est bon. Si vous faites STMG, c'est pas bon. OK? Si vous êtes en première, c'est jouable pour l'année prochaine, mais pour cette année, c'est pas bon. Donc en maths, le programme, je vous le fais rapidement, c'est les fonctions, exponentielle, logarithme, les stats avec du coup moyenne, médiane, mode, variance, écart type. Les probabilités avec les arbres de décision, notamment la loi binomiale avec les lois discrètes. OK? Ça, c'est pour la partie mathématique. La deuxième, donc la partie 2 avec les 5 questions de maths, c'est vraiment des questions de maths pures et dures. C'est un vrai-faux. C'est plus technique qu'au lycée, mais il n'y a pas de rédaction. OK? Pour la partie raisonnement logique, avoir des bonnes bases en maths, ça aide vraiment, notamment parce que parfois vous allez devoir poser des équations, sous forme de problèmes des équations, mettre sous forme d'équations, pardon, des problèmes. Mais en fait, nous, quand on est en cours, on va enseigner aux étudiants aussi plein de techniques qui leur font gagner beaucoup de temps pour résoudre des problèmes. Donc là, par exemple, je vous ai mis un exemple de problème, un exemple de question. Vous allez recevoir de toute façon les slides, hein, comme je vous ai dit. Essayez de faire ça chez vous. Vous n'allez pas y arriver. Vous avez 8 minutes normalement. Si vous y arrivez en 15 minutes, c'est très bien. Et bah, en faisant un diagramme de veine, on peut le faire en 6-7 minutes sans problème. OK? Donc nous, c'est ce qu'on va apprendre aux étudiants. C'est pas au programme du lycée, mais c'est au programme du concours. Pour le raisonnement logique aussi, on peut utiliser d'autres techniques, comme par exemple des logigrammes pour résoudre des questions. C'est très pratique et très efficace. Quand on n'en a jamais fait et qu'on ne sait pas en faire, bah, c'est compliqué. Mais par contre, quand on l'a travaillé, quand on l'a bien travaillé, et bah là, il y a plein de problèmes qui deviennent beaucoup plus simples. OK? Et sinon, il y a une troisième partie qui est une partie problème. Dans la partie problème, la troisième partie, les questions du problème, elles sont toutes liées les unes aux autres. Ce qui est intéressant dans le problème, c'est que déjà, pareil, il faut avoir des bonnes bases de maths de lycée, hein. Mais en fait, on va vous présenter au moment du problème des concepts mathématiques, financiers, économiques que vous n'êtes pas censé connaître. On va vous expliquer comment
utiliser ces différents concepts, on va vous expliquer ces concepts, et vous allez devoir les appliquer directement dans le problème et les interpréter les résultats. Donc, je vous donne un exemple tout bête. On va dire, par exemple, ils vont vous expliquer c'est quoi l'élasticité prix, ils vont vous expliquer comment ça se calcule, et vous allez devoir, en suivant le modèle qui est expliqué pour le problème, calculer l'élasticité prix, pardon, et, interpréter le résultat que vous allez trouver. OK? L'élasticité prix est négative, ça veut dire quoi? OK? Pour se préparer au problème, la technique, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber l'année prochaine, c'est de s'entraîner à travailler sur des sujets qu'on ne connaît pas et de comprendre sur le moment comment travailler, comment appliquer une méthode qu'on vous explique. Et donc, moi, c'est comme ça que j'entraîne mes étudiants. Et ça fonctionne très bien. Si vous arrivez à le faire pour un problème, deux problèmes, trois problèmes, vous le ferez pour n'importe quel problème du concours. OK? En fait, c'est une manière de raisonner qui est très différente de ce qu'on apprend au lycée. Mais je trouve ça très intéressant de le faire comme ça aussi, de travailler comme ça. OK? Donc ça, c'est pour le concours Access uniquement. Pour le concours Sésame, j'ai mis dans raisonnement maths, français, compétences digitales. C'est juste, j'ai mis ça sous la forme d'une seule slide. Mais en fait, c'est bien trois matières différentes. En maths, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. Là, par exemple, je vous ai mis un exemple de question. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, c'est 100 km/h. C'est quoi sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Nous, notre travail, hein, ce qu'on fait pendant les cours de maths de Sésame, donc c'est moi aussi qui donne les cours de maths de Sésame, un des profs de la prépa hein, pour les cours de maths de Sésame, ce qu'on fait, c'est qu'on traite voilà, tout le programme du concours, et c'est plutôt des casse-têtes en fait. Donc ce qui est important, c'est de comprendre en fait ce qu'on doit faire, quelle méthode on peut utiliser, comment on doit l'utiliser. Et donc là, typiquement, un étudiant qui a pas... Enfin, 8 étudiants sur 10, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire 25 plus 100, ils vont faire la moyenne, ils vont dire la moyenne, la vitesse moyenne, c'est 62,5 km/h. Alors que quand on veut faire un calcul comme ça, il faut réfléchir différemment. Imaginons que le trajet il fait 100 km. À l'aller, on va à 25 km/h, on va mettre 4 heures. Au retour, on va à 100 km/h, on met 1 heure. Donc on a fait 5 heures de trajet et on a fait en tout 200 km. Donc notre vitesse moyenne, c'est la distance totale sur le temps qu'on a mis. C'est 200 sur 5, c'est 40 km/h, réponse A. Ok. C'est typiquement le genre de choses qu'on fait. Et donc ça, pour ça, on n'a pas besoin d'avoir fait des maths de terminale. Le programme, ça s'arrête à la seconde. Il y a une calculatrice en maths, mais il n'y a pas de brouillon pour les maths de Sésame. Et donc, c'est que des petits casse-têtes qu'on peut faire sans brouillon. En français, on a 40 questions à faire en 30 minutes. Ce que je vous recommande de réviser pour le français, c'est déjà pour les maths, ce que je vous recommande de réviser pour Sésame, c'est les fonctions, les règles de calcul, la géométrie, en géométrie, toutes les formules de périmètre, aire, volume, théorème de Pythagore, théorème de Thalès, même un peu les vecteurs. Euh, les probabilités statistiques, le dénombrement, c'est bien, mais sinon, les arbres de décision, la lecture de tableau, c'est important. Euh, Vous allez avoir des petits calculs de probabilité à faire aussi, des médianes, des moyennes. Il faut comprendre ce que c'est une variance. Et après, vous allez avoir des petits problèmes, des petits casse-têtes aussi. Ok? C'est important de s'entraîner sur ça. Et j'oublie sûrement des choses. Faut savoir aussi faire plein de petites choses, avoir des bases sur les suites, savoir ce que c'est un PGCD, un PPCM. Voilà, c'est toutes les notions un peu à connaître. Ok? Pour le français, donc ce que je vous disais, c'est qu'il faut connaître vos courants littéraires, il faut connaître vos figures de style, il faut savoir être béton sur les accords des participes passés avec le verbe avoir et avec le verbe être, parce que pour le verbe être, il y a l'accord, il est particulier pour les verbes pronominaux réfléchis et réciproques. Donc ça, faut pas se tromper là-dessus. C'est un truc qui tombe quasiment tous les ans. Et il y a plein de règles de grammaire à connaître. Quand est-ce qu'on fait quoi que en un mot ou en deux mots, quel que en un mot, quel que en deux mots. euh, Si, SI, S apostrophe Y, etc. Enfin, il y a fait, FAIT, FAITS, FAIS. Quand est-ce enfin, comment on écrit. Il faut savoir mettre les couleurs au pluriel. Il faut savoir mettre les mots composés au pluriel. Il faut savoir mettre les nombres au pluriel. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça à maîtriser. Quoi que en un mot, quoi que en deux mots, etc. Ok? Donc il y a plein de règles à apprendre en fait. Et juste en travaillant ça, vous allez déjà vraiment progresser pour le concours. Parce qu'en fait, c'est souvent les mêmes questions qui retombent. Et pour les compétences digitales, ça correspond un peu à ce que vous faites dans la certification PIX au lycée. Sauf que, en gros, grosso modo, il y aura pas mal de questions de programmation. Vous allez avoir aussi des questions probablement sur
les bases de données, c'est quoi une base de données relationnelle, comment ça fonctionne, avec une clé primaire, une clé étrangère. On va vous poser aussi des questions sur la sécurité, comment vous pouvez sécuriser votre environnement numérique, c'est quoi un virus, c'est quoi un cheval de Troie, c'est quoi un ver, c'est quoi un scam, etc. Euh, vous allez aussi avoir des questions sur comment utiliser les différentes, euh, comment dire, les différents logiciels comme Word, Excel, PowerPoint, etc. Faire une formule sur un tableur, intégrer un sommaire dans un document type texte, etc. Donc voilà, ça c'est très utile, hein, c'est très bien. Et vous allez avoir aussi les règles à respecter en ligne pour vous protéger, mais aussi pour de respect, quoi. Voilà, vous avez aussi d'autres choses, mais voilà, c'est le principal, disons. Ok, et la dernière épreuve, c'est les enjeux contemporains pour le concours Sésame. Les enjeux contemporains pour le concours Sésame, c'est 40 questions sur les actualités des 10 mois avant le concours, à faire en 30 minutes. Donc ça peut se préparer que d'une seule manière, c'est avec des cours, enfin pas avec des cours, en suivant l'actualité. Ou alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des cours entre le mois de janvier et le mois de mars, où on revoit toute l'actualité des 10 mois avant le concours, et on donne des fiches aux étudiants, etc. Et en fait, on raconte ça sous la forme plus d'histoire qu'on on n'essaie pas de leur faire retenir des dates. On essaie de leur expliquer plutôt les situations. Parce que si vous avez compris une situation, bah, vous êtes capable de répondre aux questions qu'il y aura dessus derrière. OK? Et donc, vous pouvez pas trouver ces informations-là dans des livres ou quoi, enfin, parce qu'en fait, c'est à jour, ça s'arrête fin mars, juste avant les concours. OK? Donc ça, c'est un petit peu voilà, un rappel hein, des différentes épreuves avec le format à chaque fois. Et donc, si vous souhaitez vous préparer seul au concours, j'ai quelques conseils à vous donner. La première chose, c'est l'application du concours Sésame, elle va vraiment vous aider. Euh, le seul problème de l'application du concours Sésame, c'est qu'il y a assez peu de questions. Vous faites une série de questions de maths, il y a 10 questions, vous répondez aux questions, vous voyez les explications, elles sont très bien faites. Ensuite, vous faites une deuxième série, bah, il y a 4 questions sur les 10, c'est les mêmes que, ou 3 ou 4 questions sur les 10, vous les avez déjà vues dans la série précédente. Parce que le nombre de questions est assez faible. Surtout qu'ils ont changé le programme de maths. J'ai pris l'exemple des maths, mais ils ont changé le programme de maths en fait il y a l'année dernière. Et donc, du coup, ils ont une base de données qui est assez faible en fait en mathématiques. Mais dans les autres matières, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de questions. Et les questions aussi dans l'application sont parfois plus faciles que les questions en réalité. Voilà. Notamment, c'était le cas en compétences digitales et en maths l'année dernière, il y avait un très gros écart de difficulté. Pour Access, il n'y a pas d'application, mais vous pouvez télécharger les annales sur le site et vous entraîner avec. Les corrections ne sont pas détaillées. Je vous invite à faire ce type d'entraînement que si vous vous sentez prêt, parce que sinon vous allez trouver ça super dur et en fait vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc c'est normal, il faut d'abord s'entraîner, ensuite vous pouvez faire les annales. Euh, les corrections ne sont pas détaillées, donc vous allez avoir du mal à comprendre vos erreurs, mais au moins vous pouvez les voir. Donc c'est un bon entraînement, mais quand vous avez déjà un bon niveau. Faites attention juste, pour les maths, le programme il a changé en 2021, et donc du coup il y a plein d'exercices. Les annales, vous pouvez les télécharger à partir de 2018 ou 2016, je ne sais plus. Et en fait, du coup, il y a plein d'exercices qui sont juste pas à jour du tout en termes de mathématiques. Vous pouvez aussi vous entraîner avec des livres. Le grand manuel du concours Sésame, grand manuel du concours Access, c'est ceux que je conseille le plus. Vous avez aussi la Bible du concours Sésame, Bible du concours Access. Le seul problème avec les livres, c'est que les exercices sont pas du tout à jour. Par contre, la partie cours, elle peut être intéressante pour, euh, pour, euh, pour les maths et pour l'anglais, même si les maths, en fait, ils sont vraiment pas très à jour, mais bon, quand même, ça peut vous aider. Mais pour l'anglais, ça peut être utile. La partie en jeu contemporain, elle sert bien évidemment à rien. Et d'ailleurs, même pour l'application du concours Sésame, l'application les questions en jeu contemporain, faites-en une fois pour voir c'est quel type de questions. Mais après, c'est des questions d'il y a des années précédentes, donc ça sert à rien. Ça va pas être à jour pour vous. OK? Vous pouvez suivre aussi des comptes Insta pour vous entraîner, comme BBC Learning English pour l'anglais, Hugo Décrypte pour les actualités ou le podcast de l'heure du monde hein, aussi pour les actualités. Pour les questions de raisonnement, il y a l'Insta de Prépa Campus où l'année dernière, je m'étais amusé à mettre plein de. Ou il y a 2 ans d'ailleurs, non, l'année dernière, pardon. Je m'étais amusé à mettre plein de petits conseils pour. Plein de petites astuces en fait pour plein de petites techniques de mathématiques qui peuvent vous être utiles pour les concours. J'ai arrêté de le faire parce qu'en fait, ça me prend trop de temps et que j'ai toute la prépa à gérer et que, en fait, ça m'amuse 5 minutes, mais j'ai pas envie de passer ma vie sur Instagram. Et vous avez Ed Academy, la chaîne YouTube, qui est pas mal aussi pour recevoir des conseils en mathématiques. C'est pas, comment dire, ciblé sur les concours, mais parmi ce qu'il y a sur cette chaîne YouTube, il y a des choses qui peuvent vous être utiles pour les concours. Et sinon, pour les étudiants de la prépa, il y a une plateforme hein, qui est réservée avec des vidéos de cours, des exercices corrigés, etc. Bah, je pense que je peux vous la montrer, en fait, si vous voulez. Attendez, je regarde, est-ce que je l'ai? Ouais, c'est ça.
Alors là, je suis sur l'onglet. Hop. Donc, si vous regardez la plateforme, en fait, pour tout Access Sésame, hein, vous avez les différentes matières. Et vous avez, bah, par exemple, pour les mathématiques, vous avez des cours en vidéo qui vous expliquent voilà, toutes les notions que vous devez connaître. Et à chaque fois, en fait, vous avez des fiches d'exercices avec une correction vidéo, du coup. Vous avez une fiche d'exercice à chaque fois. Là, il y a 5 exercices 6 exercices dans cette fiche. Souvent, c'est plutôt une dizaine. Il y a l'exercice et la correction en PDF. Et il y a la vidéo de correction avec la correction détaillée et séquencée. Comme ça, si vous voyez, il faut juste à la 4 et à la 6. Il faut juste à la 4 ou à la 6, vous regardez juste la correction de la question 4 ou de la question 6. Ok, ça c'est réservé aux étudiants de la prépa. Et donc, si vous voulez vous entraîner avec nous, vous aurez accès évidemment à tout le contenu des cours en vidéo, en exercice, tout ce qu'il faut pour travailler. Ok? Et donc, vous avez ça dans toutes les matières, avec aussi des fiches de cours pour travailler, hein, d'ailleurs. Ok? Donc là, on a le cours avec une fiche de cours ok, pour vous entraîner, etc. Vous avez ça pour tout, et en enjeux contemporains, pour les enjeux contemporains, les cours que vous avez ratés, hein, pouvez les retrouver ici, en replay, économie, histoire et société, géopolitique, etc., avec des fiches de révision, pour pas que vous ayez à prendre tout en note pendant le cours, mais qu'au final, vous puissiez vraiment écouter. Ok? Et juste rajouter des petites notes dessus si vous voulez. Euh, Attendez, je suis en train de partager. Je sais pas si je partageais le bon truc. Je suis en train de me dire. Ok. Je vous ai partagé la plateforme ou je vous ai partagé les slides? Je sais plus. Bon, je vous mets les slides maintenant. Je retourne dans les slides. Ok. Et donc, du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, toutes les inscriptions elles se font par téléphone hein, auprès de moi. J'ai envie de connaître les étudiants de tout, enfin je connais tous les étudiants de la prépa et c'est important parce que parfois les étudiants ils ont ou les parents hein, d'ailleurs, vous avez des projets qui sont pas cohérents avec ce que vous pouvez vraiment faire. Et ou alors vous avez une mauvaise compréhension de comment va se passer la préparation. Donc moi je vais avoir tout le monde au téléphone, comme ça je peux poser mes questions et je peux vous dire voilà ce que vous pouvez attendre, est-ce que c'est faisable ou pas. Et donc du coup, si c'est faisable et je vous dis c'est faisable, go et donc du coup vous pouvez faire la préparation. Si vous êtes un étudiant de première, c'est pas ces préparations-là que vous ferez. Heu, Juste pour vous dire, en première, j'ai mis en place, une liste d'attente pour l'année prochaine. Des 40 premiers inscrits, ils auront un tarif préférentiel pour la préparation sur l'année. Les inscriptions, elles ouvriront le 2 juin. OK? Donc si vous voulez être dans la liste, des préinscrits pour le 2 juin, ou si vous avez des questions d'ailleurs sur les préparations qu'on fait, qui sont sur l'année, hein, qui sont entre novembre et avril pour les étudiants qui s'inscrivent, dans les temps. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler et je prendrai le temps de, voilà, répondre à toutes vos questions et si vous souhaitez être mis sur cette fameuse liste, vous m'envoyez un SMS, je vous appellerai quand même pour vous demander quand même des informations sur l'étudiant, enfin ou sur vous, si vous êtes l'étudiant ou sur votre enfant si vous êtes des parents. Parce que j'ai besoin d'avoir des infos quand même avant de valider l'inscription enfin avant de valider la préinscription pour être sûr, voilà, que le plan il est correct et que vos attentes, enfin, comment dire? Elles sont cohérentes. OK? Donc ça, vous pouvez m'écrire, par SMS. Je vous mets d'ailleurs mon numéro dans le chat. Comme ça, vous pouvez m'écrire. De toute façon, vous avez mon numéro aussi dans les mails que je vous ai envoyés. Donc du coup, si vous voulez vous préparer. Aujourd'hui, en fait, j'ai fait cette conférence parce qu'on fait notre dernière préparation que vous pouvez commencer à partir de maintenant. Pour le concours Sésame, c'est une préparation sur les dimanches de mars. Vous avez cours 6 heures de cours, donc en gros, grosso modo, c'est de 9h à 16h30 avec une pause hein, de 13h15 à 14h30 et une petite pause aussi de 2 heures, de 15 minutes le matin. Vous avez cours de 9h à 16h30 tous les jours, tous les dimanches de mars, du 2, 9, 16, 23 et 30 mars. En plus de ça, vous avez un week-end de révision les 2 jours avant le concours. Ok? 6 heures par jour. Et vous avez les enjeux contemporains, vous avez quelques cours d'enjeux contemporains, et ceux que vous avez ratés, vous les avez en replay. Vous avez bien évidemment accès à la plateforme en plus. Si vous voulez faire un concours blanc en plus le samedi 15 mars, vous pouvez le faire, et vous avez la correction le 22 mars, c'est juste 240 € en plus. Pour le concours accès, c'est la même chose, sauf que c'est pas les cours le dimanche, c'est des cours le samedi. Ok? Et le week-end de révision, c'est pas 12-13 avril, c'est 5-6 avril, parce que le concours accès, c'est le 10 avril. Pareil, vous pouvez faire un concours blanc, mais cette fois-ci, c'est le dimanche 16 mars, avec le correction dimanche 23 mars. Si vous voulez faire Accès Sésame, c'est possible aussi. Vous avez 6 heures de cours le samedi et 4 heures de cours le dimanche. C'est possible de faire le contraire, 4 heures le samedi, 6 heures le dimanche. Donc les 4 heures que vous faites le dimanche, c'est de 9h à 13h15.
Si vous faites ça le samedi, ce sera de 9h à 13h15 le samedi et vous finirez à 16h30 le dimanche. OK? Vous avez les 2 week-ends de révision, du coup, du 5-6 avril et du 12-13 avril qui sont inclus. Et vous ne pouvez pas faire les concours blancs parce que vous avez cours pendant les jours de concours blancs. OK? Si jamais vous souhaitez quand même les faire, les concours blancs, s'il n'y a pas de supplément, vous pouvez les faire, mais du coup, ça va remplacer des cours que vous aviez ces jours-là. Je ne sais pas si c'est ce que je vous recommande forcément, parce que c'est mieux de faire tout le programme peut-être. OK? Admissible ou remboursé, donc c'est pour ça aussi que j'ai besoin de vous avoir au téléphone, parce que si vous me dites, vous voulez quelque chose qui est impossible, bah, je vais vous dire, c'est pas faisable, parce que vous ne serez pas admissible. Donc voilà. Donc si je vous dis que par contre vous pouvez le faire, c'est admissible ou remboursé. Il faut juste venir à tous les cours, et si vous venez à tous les cours et que vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse. En gros, les grosses conditions, c'est se présenter au concours, et enfin, dans toutes les matières, et pas avoir zéro. Euh, euh, Venir à tous les cours et, et mettre au moins 5 écoles pour Sésame et 3 écoles pour Access. OK? Le suivi, c'est directement avec moi. Et si un étudiant il a des grosses difficultés, notamment en mathématiques, il peut me demander directement, enfin, dans n'importe quelle matière, il peut demander à ses profs. En mathématiques, il peut me voir directement avec moi. Et si je dois le prendre 1 heure gratuitement pour lui expliquer des choses, je le fais. Je corrige vos lettres de motivation sur Parcoursup. Vous avez accès avec pour toutes les offres, évidemment, à la plateforme en ligne sur School pour vous entraîner. L'année dernière, tous les étudiants qui sont préparés avec nous ont eu un de leurs 3 premiers choix pour Sésame. Et sur Access, on en a eu tous sauf 2 qui ont eu l'IESEG ou l'ESCA. Et les 2 qui n'ont pas eu l'IESEG ou l'ESCA, ils faisaient aussi Sésame et ils sont entrés dans des très bonnes écoles sur Sésame. OK? Euh, Là, je vous ai mis juste les derniers avis. Donc, vous voyez, nouveau, 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 nouveau. C'est au moment où j'ai fait la slide. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns en plus. Je ne les ai pas triés. J'ai juste pris les derniers avis. Donc, j'en suis fier, je vous montre. N'hésitez pas à taper juste Prépa Campus sur Google, à regarder les avis et vous verrez que ce que pensent vraiment les étudiants de nous. OK? Donc, si vous souhaitez vous inscrire à ces préparations, ça commence ce week-end, hein, week-end prochain. Donc, je vous invite. C'est que à distance, je précise. Les préparations, elles sont que à distance. Et vous allez être en petit comité. Vous allez être moins de 10 par cours. OK? Sur ces cours week-end. Sur les week-ends de révision, vous serez plus nombreux. Sur les dimanches et les samedis, enfin, pas sur les week-ends de révision, mais les cours le dimanche, les cours le samedi, les 5 jours, 5 dimanches de mars, 5 samedis de mars, vous serez moins de 10. Vous serez en tout petit comité, hein. On serait vraiment privilégié. OK? Et donc, du coup, on peut prendre soin de vous, on peut vous conseiller des choses aussi en dehors des cours pour que vous puissiez progresser. Je pense que c'est le moment de répondre à toutes vos questions. Je vous remercie voilà, de m'avoir écouté. J'ai été plus long que ce que j'imaginais, mais voilà, je vous ai dit plein de choses. Sandrine demande, alors, je n'ai pas oublié de question d'abord. Oui, Sandrine demande, est-ce qu'il faut s'inscrire sur Prépa Campus? Comment s'inscrire sur Prépa Campus? Donc, pour vous inscrire, Sandrine, il faut m'appeler. Je vous ai donné le numéro. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous rappellerai demain, parce que là, il commence à se faire tard et que voilà, ça peut attendre demain. Je vous rappellerai demain. Demain, comme c'est les stages intensifs en ce moment, je pourrais vous rappeler soit sur l'heure du déjeuner, soit après 16h30. OK? Hem, donc on peut encore s'inscrire aux préparations pour vous. Et tout se fait en distanciel. OK? Donc vous pouvez m'écrire directement, enfin vous pouvez m'écrire, on s'appellera et je répondrai à vos questions. A-t-on le droit à un brouillon et à la calculatrice pour Sésame? Pour le concours Sésame, vous n'avez pas de brouillon dans aucune des matières, ni dans l'analyse documentaire, ni dans les maths, ni pour aucune des autres matières. Vous avez le droit à une calculatrice, mais ce n'est pas la vôtre. C'est celle qui est sur le logiciel. Et comme pour le concours Accès, elle est, comment dire, elle a que des fonctions basiques. OK? Autre chose très importante que je ne vous ai pas dit, enfin en présentation parce que j'ai oublié, les plateformes en ligne peuvent bugger. Pour pas que ça vous arrive, pour limiter au maximum les chances que ça vous arrive, je vous invite à déjà faire les tests qui sont organisés, donc le 15 mars pour Sésame, pour Access, c'était, je sais plus, fin mars et début avril, et à mettre les logiciels à jour juste avant les concours. L'année dernière, il y a eu beaucoup de bugs sur Sésame. Là, ils ont changé la plateforme, mais l'année dernière, il y a eu beaucoup de bugs sur Sésame. Ils ont tous les étudiants qui avaient fait la mise à jour de dernière minute, enfin la dernière mise à jour, ils n'ont pas eu de bug. Les autres, ils ont galéré. OK? Et d'ailleurs, on a fait une action commune. J'avais appelé le directeur de Sésame. Il m'avait expliqué comment faire une action commune pour tous les étudiants, etc. Et on avait tous obtenu réparation. Et donc, du coup, ça avait été super. Enfin, ça n'avait pas posé de problème. Mais ça a été un gros stress. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors, soyez pas timide, si vous avez des questions, c'est maintenant. Très clair. Bon, ça, c'est génial. Eh bien, écoutez, bah, merci à vous. Très peu de questions, mais écoutez, ma foi, pourquoi pas. J'ai pris du temps, j'ai beaucoup parlé, mais peut-être que j'ai dit ce que vous aviez besoin d'entendre. Si vous avez des questions sur les écoles, hein, les concours, pareil, c'est directement avec moi, hein, quand vous faites partie de la prépa, sur les inscriptions, etc. Ça sera moi votre contact pour tout ça. Et d'ailleurs, pour les étudiants de la prépa, pour les étudiants de la prépa, quand vous avez des questions le week-end et que vous vous entraînez sur la plateforme, il y a un prof qui est de permanence que vous pouvez appeler et il répond à vos questions directement. Et donc là, oui, sur la plateforme, ils disent que c'est 2 heures, c'est 14h30 à 16h30. Les dernières années, ils avaient dit la même chose, et c'était avec l'autre logiciel, et en fait, ça durait plutôt une demi-heure. En fait, le but du test du 15 mars, c'est de vérifier que ça fonctionne bien pour tout le monde, qu'ils aient pas de problème de surcharge euh, quand tous les étudiants soient connectés, qu'il n'y ait pas de bug. Et ça va vous permettre aussi de comprendre comment fonctionne la calculatrice, comment comprendre comment fonctionne le logiciel pour l'analyse documentaire, comment ça a marché au niveau des pauses. Et donc, du coup, en fait, vous aurez 2 questions ou 3 questions à répondre pour chacun des documents et ça va pas forcément être si long. OK? Donc, ils annoncent 2 heures, mais ça va probablement durer moins de 2 heures. OK? Et pour le concours Access, ils vous font bloquer les 4 heures, mais ça durera 30 minutes. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Merci d'avoir pris du temps le soir, en semaine, pendant les vacances scolaires, pour suivre cette conférence. Et si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, il y a mon numéro de téléphone. Je réponds aux questions de tout le monde, hein. Vous n'avez pas besoin d'être un étudiant de prépa campus pour que je réponde à vos questions. J'ai l'information, je la partage sans aucun souci avec vous. Prendre 15 minutes de mon temps pour que vous en faire gagner, pour vous faire gagner 1 heure, je le fais gratuitement, avec plaisir. Et voilà. Juste pour vous dire, les seuls moments où je suis un peu moins joignable dans l'année, c'est cette semaine et et la semaine dernière, parce que c'était les stages intensifs avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en présentiel et à distance. Et moi-même, je donne pas mal de cours à ce moment-là. Et donc, à partir de vendredi, les stages se terminent et donc je serai beaucoup plus joignable. Euh, Maintenant, si vous voulez commencer la préparation, ça commence dès ce week-end. Donc, du coup, il faut s'inscrire demain ou après-demain, quoi. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Merci pour votre participation.